Bonsoir à toutes et à tous. C'est un rendez-vous que vous attendiez et nous y revoilà pour une nouvelle saison de votre émission. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir sur un nouveau plateau plus clair, plus épuré, mais toujours habité par la même exigence, celle de comprendre le monde tel qu'il va ou parfois tel qu'il vacille. Entre deux news saison 2 s'ouvre ce soir avec gravité et ambition à 6 mois d'une échéance électorale cruciale pour notre pays et notre démocratie. Ici, chaque mot compte, chaque fait est analysé, chaque opinion est mise en débat par nos invités et consultants. Ce soir, deux temps forts dans votre émission. D'abord, dans la première partie, une séquence politique marquée par la fête de la Renaissance à Dabou, rassemblant des milliers de partisans du président Laurent Gbagbo. Un événement qui ne se limite pas à la ferveur. Il ouvre aussi un nouveau chapitre de tension institutionnelle avec le retrait du parti de la commission électorale indépendante. Ensuite, nous aborderons le programme gouvernemental Parcours citoyen 2025 présenté comme un levier de responsabilisation et de mobilisation de la jeunesse. Et pour cette première partie d'émission, nous avons l'honneur de recevoir M. Daï Nestor. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Vous êtes secrétaire général adjoint du PPACI en charge de la mobilisation et de Songon Yopougon, c'est ça? Oui, secrétaire général adjoint en charge des communes de Yopougon et de Songon et de la mobilisation des militants du PPACI. Effectivement, merci d'avoir honoré notre invitation. Et un nouveau consultant, Marcelin Niawa, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de rejoindre l'équipe de Entre deux News. Merci, merci à vous aussi. Eric Bayala, journaliste et consultant sur Entre deux News, bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Et Guillaume Bateau, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et patron des presses Liberté. Liberté. Alors, toute première question pour vous. Ce soir, nos consultants auront également droit de vous poser des questions. La fête de la Renaissance 2025, quel bilan dressez-vous de cette mobilisation à Dabou? Ok, merci. Je crois qu'avant de parler de bilan, il faut parler de pourquoi la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance a été instituée par notre parti, le PPACI, dès sa création, pour célébrer l'acquittement du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale le 31 mars 2021. Vous n'êtes pas fatigué de célébrer cet acquittement après trois éditions? Non. Et j'avance pour dire que elle commémore l'acquittement du président Laurent Gbagbo dans un premier temps. Vous savez que cette victoire à la CPI est historique. Elle est historique. Parce qu'après le 11 avril 2011, on nous avait dit que ça n'était fini pour le président Laurent Gbagbo et ses partisans, que c'était définitivement enterré. Et donc, il n'y avait plus de vie pour Gbagbo Laurent et il n'y avait plus de vie pour ses partisans. Et que quand on va à la CPI, on ne revient plus de la CPI. Il est parti. Son parti idéologiquement est mort et lui-même physiquement, il est parti pour une mort. Donc, quand le mercredi 31 mars 2021, l'acquittement du président Laurent Gbagbo est définitivement prononcé, mais pour nous, c'est une victoire historique qui mérite d'être fêtée par notre génération, mais par les générations à venir. Eh bien, et quel est le bilan que vous dressez de ce regroupement? Bon, le bilan, il est bon. Vous savez que vous n'avez pas de mobilisation, mais le PPACI, en tant que parti politique, n'a pas un problème de mobilisation. Pour nous, la mobilisation n'est pas un défi. Parce que quand on a créé le parti, on a pris 2 ans pour faire l'implantation. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, le PPACI est prêt. C'est parce qu'on est prêt qu'on a demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Bien. La première édition a été Figayo. On nous a dit ici que non. Quel challenge Gbagbo Laurent à Figayo. La deuxième édition, on a été à Agoville. C'était encore la même chose. Et on allait à Dabou, que vous avez vu. C'est vous-même qui parlez de mobilisation extraordinaire. Pour nous, l'enjeu n'était pas la mobilisation. L'enjeu, c'était autre chose. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Bien. Alors, Guillaume Bateau, vous avez des questions adressées à... Une question. Ouais, GA. Je pense que si on doit poser des questions, c'est surtout sur le président Gbagbo a annoncé des mots d'ordre dans quelques semaines. C'est vrai qu'on ne va pas faire la charrue avant les bœufs, mais on est curieux de savoir. Il y a eu beaucoup de débats sur le lieu d'organisation. On a parlé de Brimont, après de Orbaf, après. Puis finalement, il semble que c'était derrière un cimetière. Qu'en est-il exactement? Ok, merci. C'est au cimetière ou pas? Je peux? Oui, allez-y. Ok, merci. Merci à M. Guillaume Bateau pour l'occasion qu'il me donne de faire des précisions sur cet événement. Ouais. Effectivement, depuis le mois de janvier, nous avons décidé d'organiser la fête de la Renaissance à Dabou.
Et c'est comme ça que ça se fait chaque année. Et donc, dans les préparatifs, nous avons obtenu, d'abord, dans un premier temps, on a fait des courriers pour le stade municipal de Dabou. Et à la dernière minute, le stade nous a été refusé par l'ONS. Et dans les démarches, nous avons eu 2 sites aussi qui ne nous ont pas été accordés. Mais le seul qui a été accordé, c'était donc l'aérodrome de Dabou, derrière le cimetière, et on nous a demandé de faire une demande pour l'obtenir. Comme depuis longtemps, on avait focalisé nos militants sur Dabou, on était donc dans, comment dirais-je, dans l'obligation en quelque sorte de prendre ce site-là. Mais ce site-là, qui était considéré comme un désert, nous l'avons rendu à un oasis. Et c'est ce site-là, comme c'est un aérodrome de 15 hectares, effectivement, c'est lui qui convenait même à la mobilisation que nous avons fait au niveau de Dabou. Ce que je veux dire, c'est qu'il a parlé aussi de Orbaf et autres, mais surtout, il ne parle pas du report. La fête a lieu normalement chaque 31 mars. Et quand le 31 mars tombe en semaine, nous organisons cette fête-là le week-end qui suit. Donc c'était prévu pour les 4 et 5 avril 2025. À cette date, le RADP, à notre grand étonnement, programme une manifestation à Dabou. C'est ce qui nous a amené à reporter notre fête d'1 semaine. Pour dire, nos cas fait pour eux d'abord, parce que nous ne sommes pas pour la violence, on ne veut pas que nos militaires s'affrontent. C'est pour cela qu'on a mis ça au 11 et 12 avril dernier. Merci. Bien avant de venir à vous, Marcel Niawa. Eric Bayala, j'ai une question. Que faut-il lire dans cette mobilisation? Est-ce une vraie dynamique populaire ou une démonstration d'appareil politique? Bon, je pense que d'abord, celui qui a appelé à cette mobilisation, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est une grande figure de la politique ivoirienne. Et donc, pour dire que son parti mobilise, je peux estimer que c'est un épiphénomène, parce que dire que le président Alassane Ouattara est un grand mobilisateur, ou bien le président Laurent Gbagbo est un grand mobilisateur, ou bien feu le président Henri Konan Bédié est un grand mobilisateur, je pense que ça, ce sont des questions qui ne doivent plus accrocher l'attention des gens. Mais ce qui importe, c'est on mobilise pourquoi? Quel est le discours qui est tenu? On va à quel rendez-vous? On va pour obtenir quoi? Pour entendre quoi? Bien, et quelle lecture faites-vous du discours tenu par Laurent Gbagbo? Mais justement, c'est la question que je m'apprêtais à poser à, comment on appelle ça, à nos 2 amis, pour savoir que... Allez-y. Parce que tout à l'heure, dans ses propos introductifs, il a dit que nous sommes allés à Dabou pour célébrer l'acquittement du président Laurent Gbagbo, qui depuis le 31 mars, je crois, 2021, il a été définitivement acquitté. Et si les comptes sont bons, ça fait 3 années sinon 4 années, non, 3 années que la fête de la Renaissance s'organise. D'abord à Yopougon, à Bouville ensuite, et cette année à Dabou. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on célèbre l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Pour finir, est-ce que ça ne va pas donner dans, j'allais dire, dans l'auto-satisfaction, sinon dans la célébration, de faire le culte de la personnalité d'un individu? Parce que si on rentre dans ça, quand on va commencer à faire le culte d'un individu, ce sera vraiment différent du culte. Pas maintenant, le culte. Bon, en fait, bien, alors, si vous permettez, je peux compléter Nestor répond et vous allez finir par répondre. Dans tous les cas, je n'avais pas encore. Ok, merci. Merci. Je crois que d'entrée de jeu, je l'ai signifié que le PPACI, le président Laurent Gbagbo, n'a pas... La mobilisation n'est pas un défi pour nous. C'est pas là que j'ai commencé. La mobilisation n'est pas un défi à quelques mois de la présidentielle? Bon, on ne doute pas de notre capacité à mobiliser, on ne doute pas de notre capacité à gagner les élections en 2025. Donc la mobilisation autour des meetings n'est pas un défi en tant que tel à relever pour nous. Ça, je le signifie. Mais ce que je veux aller au-delà, tout à l'heure, il a parlé de, comment dirais-je, les éditions qui se célèbrent. Mais chaque édition a un thème. Le thème qui nous a rassemblés à Dabou cette année, c'est Laurent Gbagbo de la Haye à la présidente de la République en octobre 2025. Ce n'était pas le même thème l'année dernière, ce n'est pas le même thème à Figayo. Chaque année a son thème. Est-ce que ce n'est pas un thème provocateur parce que Laurent Gbagbo n'est pas encore éligible? Je reviens. Pour dire que, il a dit, M. Bayala a dit que qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président Laurent Gbagbo? On n'y va pas pour célébrer, non. Laurent Gbagbo a abordé des questions essentielles de l'actualité politique à Côte d'Ivoire, à Dabou. Telles que la commission électorale indépendante, telle que notre affirmation de participer aux élections présidentielles de 2025 et tel que, comment dirais-je, le soutien qu'il a apporté aux enseignants, le corps enseignant qui est donc en grève aujourd'hui. C'est des positions qui ont été prises à Dabou
On n'est pas allé célébrer pour célébrer. Voilà. Merci Daï. On va permettre à Marcel Niawa de répondre à la question. Si vous permettez, M. Sidik, depuis la création du PPACI, au fur et à mesure que le président Laurent Gbagbo appelle à un rassemblement, on constate que les rangs grossissent et ils s'allongent encore plus. Alors, quel est le secret du PPACI? Bon, je crois qu'effectivement, comme on est ici sur la mobilisation, je veux le dire, le président Laurent Gbagbo sort de la Cour pénale internationale. Déjà, on nous avait dit que ça n'était fini. Ça n'était fini pour le président Laurent Gbagbo. Et donc, quand il sort de la Cour pénale internationale, c'est d'abord cette victoire-là suscite déjà du monde et de l'espoir. Suscite du monde et de l'espoir. L'espoir pour qui? Pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens en général. On nous a dit que ça n'était fini, définitivement fini. Donc, quand le président Laurent Gbagbo revient, déjà, tous les pro-Gbagbo qui étaient déjà dans le doute reprennent espoir. Et chaque fois qu'on avance, le président Laurent Gbagbo gagne en mobilisation parce que l'espoir grandit et le RHDP, qui est à ce moment au pouvoir, en train de faire couper les Ivoiriens dans la misère. Bien, Donc les Ivoiriens, allez-y rapidement, voient à Laurent Gbagbo l'espoir nouveau. Laurent Gbagbo qui était au pouvoir jusqu'avant 2010. Oui, Laurent Gbagbo qui était au pouvoir avant 2010. Je pense qu'il faut mettre fin à... Merci Eric Bayala, allez-y Guillaume Bato. Je crois que vous posez les questions. Moi, je ne sais pas pour poser les questions. Ce seraient les dernières réactions sur ce sujet avant de passer à la série. C'est juste faire un commentaire. Allez-y. Mon jeune frère et ami Daï Nestor, peut-être qu'on ne vit pas dans la même Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que, au contraire, les rangs des pro-Gbagbo s'éclaircissent. Voilà. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, même si on ne prend pas en compte le semblant de rapprochement qu'il y a aujourd'hui avec le Front populaire ivoirien, mais on voit bien que les amis de Charles Blé Goudé ne sont plus dans les rangs. Or, ce sont des pro-Gbagbo. C'était des pro-Gbagbo jusqu'à très récemment. Beaucoup, on ne voit pas Simone Gbagbo dans les rangs, alors qu'il n'y avait pas plus pro-Gbagbo que Simone jusqu'en 2010. Donc, quand Daï dit que les rangs grossissent, bon, son ami Niawa dit que quel est le secret? Bon, c'est ça l'autocélébration. C'est ça l'autocélébration. Ce que je veux dire, je veux terminer pour dire que les rangs ne grossissent pas, au contraire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Les gens font du surplace et s'auto-célèbrent. Voilà, c'est le culte de la personnalité. Bien, alors Eric Bayala, question rapidement. Non, en fait, non, justement, je voudrais... Nous avons remarqué ici que les frères Niawa et Daï sont dans un jeu de rôle. Or, l'un pose la question pour permettre à l'autre de pouvoir rebondir. Mais je veux dire que lorsque on parle d'acquittement et qu'on dit que c'est pour célébrer le retour, sinon l'acquittement du président Laurent Gbagbo, et que chaque fois que ce rassemblement a lieu, il y a un nouveau terme. Et donc, il faut qu'on s'en tienne au thème et non au rassemblement. Mais non, vous êtes tout faux, dans la mesure où ce rassemblement a été statutaire, il est institué, il se trouve dans les statuts du PPACI. C'est pour dire que chaque année, on doit pouvoir acquitter, on appelle ça, on doit fêter l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Non, ce rassemblement, comme vous l'avez dit, je vous oppose vos propres idées pour dire que vous avez dit que quand il est revenu de l'AE, c'était de l'espoir. Mais cet espoir-là devrait vous permettre de pouvoir proposer, si vous voulez, aux Ivoiriens, votre manière de gouverner la Côte d'Ivoire à laquelle vous aspirez de demain. Parce qu'une seule chose est sûre, l'idéologie, sinon la politique qui est basée sur la promotion idéologique, a été lessivée et est décédée depuis les années 2000. Aujourd'hui, on parle plutôt du développement humain, on parle plutôt du pragmatisme des populations. Qu'est-ce que les populations veulent de façon matérielle? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de parler d'idéologie, de parler de ceci. Donc, merci, on vous a bien compris. Voilà. Ce sera votre dernier mot sur ce sujet également pour vous. Je veux d'abord dire à mon frère Guillaume Bato qu'à Dabou, il ne s'agit pas des pro-Gbagbo, il s'agit des militants du PPACI. Et il faut comprendre que depuis le retour du président Laurent Gbagbo, il s'est bonifié. Il a conservé sa majorité sociologique. Laurent Gbagbo prouve de plus en plus que c'est lui qui est majoritaire dans ce pays.
Sur la base de quelles statistiques? Attendez, vous venez de le voir à Dabou. Non, l'aérodrome de Dabou a refusé. Derrière la même chose, ce métier-là. Non, mais c'est pas la même chose. Merci Eric Bayala. Gambato, merci. Conserver sa majorité sociologique. C'est pas ça la Et que même s'il s'attache à l'idée que Gbagbo Laurent a simplement 18 députés, mais c'est à cause de la fraude électorale. C'est pourquoi nous demandons, la correction des... C'est la même CEI qui a permis leur élection. Oui, mais n'empêche, nous on te dit aussi que avec cette même CEI, le PPACI aurait pu avoir 100 députés au lieu de 18. Merci Marcelin Niawa, vous avez bien compris. Vous allez terminer, c'est votre dernier mot sur ce sujet. Les rangs du PPACI grossissent. Et le président Laurent Gbagbo a démontré qu'il demeure le leader charismatique de la politique ivoirienne. Parce que Guillaume Bateau qui est là, il sait d'où on est venu le 11 avril 2011. On sort des décombres. On ne parlerait plus jamais de nous en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui même on a 18 députés, qu'on a 6 maires, cela relève d'un miracle. On était quand il a dit que c'est fini. On est disparu définitivement de l'échiquier politique. C'est ce Gbagbo Laurent-là qui revient. Et ce parti-là qui est reconstitué avec tous les problèmes qu'on a eus. Il a dit que ce n'est pas grave, je ne me sépare de mon enfant que j'ai créé, je vais créer un autre enfant. Mais voyez d'où on sort. Et aujourd'hui, parler de candidat à la présidence, c'est quelqu'un qui est mort le 11 avril dans les décombres, que j'ai vu dans les mains de Ouattao au Golf Hotel, qui s'est retrouvé à Korogo, et un 29 novembre. Qui était arrêté et non mort. Un 29 novembre, déporté à la Cour pénale internationale. Des années plus tard, ce monsieur vient et il draine autant du monde, mais il y a des questions qu'on se pose. Des gens ont juré ici. Les questions non, il n'y aura plus de questions. Merci, John Baptiste. Il n'y aura plus de questions sur ce sujet. Ce qu'on a vu à Dabou ne sont rien du tout comparé à ce qu'on a vu en 2010. Merci, John Baptiste. Dans ce métier, S'il vous plaît, respectez la question de tous. L'aérodrome de Dabou n'est pas Vous avez 1 minute pour terminer. Je vais dire que les rangs du PPACI ne s'éclaircissent pas, au contraire, cela se renforce. Quand le président Gbagbo Laurent prend une décision, il écrit pour dire qu'il sort son représentant, mais le PDCI suit. Ah bon? MJC a fait une déclaration de soutien au PPACI. Merci. Ça veut dire que nous sommes en phase. Ça, c'est le vrai meeting, j'en viens, pardon. Le meeting de Dabou, de Dabou de samedi dernier a enregistré la participation de plus de 50 militants du FPI d'Afin Guessa qui sont venus avec Niepa Bakéli. Ça vous fait apparemment enregistré. Je viens. Merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à ce terme. Et que ces rangs s'éclaircissent. Mais tout cela ne va pas venir. Pas venir à lui encore. Alors, pour terminer ce chapitre, nous allons regarder tout à l'heure un reportage sur cette mobilisation du PPACI à Dabou, après quoi nous reviendrons pour parler bien sûr du retrait du parti de la Commission électorale indépendante. Reportage. Dabou, samedi 12 avril 2025, une marée humaine galvanisée a investi la place de l'aérodrome. Les militants du PPACI ont répondu massivement à l'appel de leur parti dans l'attente d'un message fort de leur leader, Laurent Gbagbo, à l'occasion de la fête de la Renaissance. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est-ce que vous êtes prêts? Pour sa 3e édition, la fête de la Renaissance du PPACI a mobilisé une grande foule. Plus qu'une démonstration de force, cette mobilisation sonne comme un message clair adressé à la Commission électorale indépendante. Votre présence, c'est une première réponse à leur micmac. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Le PDCI nous a suivis parce que quand tu te bats, tu as l'impression quelquefois que tu es le seul à avoir le mal que tu vois. Or, eux aussi voyaient. Absent sur la liste électorale, Laurent Gbagbo ne fléchit pas. Le leader du PPACI confirme et maintient sa volonté
de se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. Mais nous allons aller aux élections. Hein. Ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on ne va pas aux élections. Et allez leur dire qu'ils se trompent, que nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Le président Laurent Gbagbo a saisi l'occasion pour inviter ses partisans à rester mobilisés en vue du prochain mot d'ordre du comité central du parti. Voilà, nous avons suivi cet élément où le président Laurent Gbagbo parle du retrait de son parti de la CEI. Guillaume Bato, quelle lecture faites-vous du retrait du PPACI de la commission électorale indépendante à 6 mois des élections? Bon, je crois que le PPACI, contrairement à ce que dit le président Laurent Gbagbo, est en train de prendre le boulevard pour ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas comment on peut aller à une élection et espérer la gagner quand on sort de la commission électorale indépendante. Mais ce que je veux dire, c'est de bonne guerre. Parce que le discours du PPACI et de l'opposition de façon générale a commencé à ne pas être crédible. Parce que vous ne pouvez pas critiquer un organe dans lequel vous siégez et vous vous demandez sa dissolution. Donc, sur ce point, quand même, il faut dire que le président Laurent Gbagbo est cohérent. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en se retirant de la CEI à 6 mois d'élection présidentielle, le président Laurent Gbagbo et certainement le PDCI-RDA qui l'a suivi se prépare à ne pas aller aux élections. Parce que je ne vois pas comment, avec la sortie de ces 2 partis seulement, ces 2 membres sur 18, je ne vois pas comment cela peut inverser la tendance à l'intérieur de la CEI et je ne vois pas comment la CEI peut arrêter de dérouler son programme. C'est quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a quelques jours disait que la CEI est une victime collatérale. Le vrai problème du président Laurent Gbagbo, c'est d'être sur la liste électorale. Il pense que c'est un coup de pression qu'il va mettre, mais ce sont des méthodes, j'allais dire, dépassées et qui ne font vraiment plus recette. Merci. Selon les textes de la CEDEAO, on ne peut pas changer un organe électoral 6 mois avant les élections. Or, nous sommes à 14 jours des 6 derniers mois. Donc, je ne vois pas comment ça va se passer. Ce qu'on voit venir, c'est que le PPAC et le PDCI seront hors de la commission. La commission va continuer de dérouler son programme. Et puis, bon, finalement, ils vont dire qu'ils ne vont pas aux élections. Bien. Éric Bayala, est-ce que ce n'est pas une sorte de pression que le PPACI met sur le pouvoir d'Abidjan en se retirant de cette commission électorale dite indépendante? Bon, elle est indépendante, ça n'est pas dit indépendante. Le PPACI met la pression sur la commission électorale à quel niveau? En se retirant? Oui, non, mais... C'est une question que je vous pose. Non, parce que... Est-ce que c'est une sorte de pression? Je ne dis pas, je n'affirme pas. Au moment où la CEI, dans sa composition actuelle, était en train d'être mise en place, le PPACI, en tant que parti politique, n'existait pas. Donc, n'y était pas. Même le PDCI n'y était pas. Voilà. Mais la CEI a continué de fonctionner et il y a eu des candidats qui se réclamaient de l'opposition, notamment EDS, qui ont participé aux élections qui ont été organisées par cette commission électorale indépendante, quand bien même que le PPACI, en tant que formation politique, n'existait pas, aussi bien pour le PDCI. Et donc, si aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont venus, après leur création, et il y a eu de bonnes dispositions dans le cadre donc, du dialogue politique de permettre leur entrée à la commission électorale indépendante, et qu'aujourd'hui, ils décident d'en sortir, bon, c'est eux qui apprécient. Parce que, en quoi est-ce que mettre la pression sur un organe dans lequel vous participez et vous décidez d'en sortir pour dire que c'est une pression? Je pense ici que l'une des expressions les plus fréquentes à l'idée de savoir que la politique de la chaise vide ne paye pas a été très longtemps la litanie chantée par le Front populaire ivoirien d'hier. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui sortir, sinon libérer une place et puis estimer qu'on veut faire une pression. Bien au contraire, si on estime que dans le fonctionnement actuel de la CEI, il y a beaucoup d'irrégularités, soi-disant passant, mais il faut rester à l'intérieur de cette commission. Merci Éric Bayala. Pour pouvoir mener les différents débats. Je vais juste poser une question rapidement à l'invité. Je vais poser une question à l'invité d'abord et vous allez répondre. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que se retirer de la CEI, parlons bien sûr de votre parti, le PPACI, c'est abandonner le combat électoral sur le terrain institutionnel? Bien au contraire. Nous nous retirons. Nous sommes dans une posture de combat et le président Laurent Gbagbo a réaffirmé que nous allons aux élections présidentielles de 2025. C'est le souhait peut-être de Guillaume Bato et de Bayala de ne pas nous voir candidats,
Mais non, qu'il se détrompe. Moi, je ne l'ai jamais dit. Hein. Qu'il se détrompe. Parce que Je ne l'ai les gens jamais disent dit. que le faisant, ils voient déjà que c'est pour boycotter. Non, nous n'allons pas boycotter ces élections. Écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous irez sans La Côte être d'Ivoire membre de la appartient- CEI, c'est ça? J'en viens. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Elle n'appartient à personne. Nous sommes des Ivoiriens. Ceux que vous avez vu réunis à Dabou, là, ce sont des Ivoiriens. Le PDCI, ceux qui sont dedans, sont des Ivoiriens. Hier, le MGC a fait une déclaration. Ce sont les Ivoiriens qui y sont. Ils disent que pour aller aux élections présidentielles, il faut réformer la CEI. Mais Parce c'est que pas, celle-là c'est n'est pas pas- ce qu'ils disent qui compte. C'est des Ivoiriens qui parlent. Ça, c'est le Ouais, mais ça MGC, suffit c'est pas. et le PPAC. On organise des élections pour qui? Il y a d'autres Ivoiriens aussi qui pensent le contraire. S'il vous plaît, on organise les élections pour qui? C'est pour des Ivoiriens. Non, mais M. Daïd Nestor. On organise des élections Merci, pour Eric des Bayala. Ivoiriens. Le président Eric Bayala. Gbagbo Non, lui-même merci, a dit- non, il a merci. parlé Vous n'avez pas la longtemps, parole, laissez-moi laissez qu'il parler. réponde à la Les question. élections Allez-y. s'organisent pour qui? Pour des Allez-y, Ivoiriens. répondez. Alors, la Côte d'Ivoire, le président de la CEI, mais il est en mission, mais c'est un Ivoirien. Des Ivoiriens disent qu'il n'y a pas de crédibilité. Des Ivoiriens, depuis longtemps, écrivent qu'il faut Mais il y faire a un d'autres audit. Ivoiriens qui pensent que c'est Des crédible. Ivoiriens estiment que selon l'article 7 du code de la CEI elle-même, il y a des Ivoiriens qui n'ont ni père ni mère qui sont sur la liste électorale. Des Ivoiriens qui n'ont pas de filiation, qui sont sur la liste électorale. Il faut régler ces problèmes. Quand on fait les réclamations, la CEI bout ça. Mais est-ce que le retrait est la solution? Votre retrait est la Alors, solution? notre retrait, c'est une interpellation. Pendant Pour que dire vous allez pour dire qu'on- rencontrer je le viens, président de la je viens. CEI, Nous sur serons, des négociations, la CEI, vous là, retirez en elle même sera temps de cette réformée. commission. Nous serons membres de cette CEI, nous irons aux élections avec une CEI réformée et nous allons gagner les Bien, élections. vous avez bien compris. Il faudrait Marcel qu'on soit Niawa. sûr dessus. On dirait que ça, c'est- Il faudrait qu'on s'attende On dirait dessus. que vous rêvez. Marcel Niawa, allez-y. Vous rêvez debout, hein? Vous Merci, rêvez Guillaume debout. Bateau. C'est pas Merci. Côte d'Ivoire. Vous rêvez debout, C'est la hein? Côte d'Ivoire Merci, de tous les Guillaume Bateau. Ivoiriens. Marcel Vous Niawa, rêvez Et allez-y. cette CEI là, on va la réformer. Vous allez vous réveiller, ce sera trop tard. Merci. Merci. Oui, vous Allez-y, réveillez de bonnes répondez à rêves. la question. Monsieur Sidi, Oui. je crois que ce soir, nous sommes ici pour débattre. Débattre, c'est échanger des idées, c'est s'écouter. Et vous allez Je réagir souhaite rapidement bien pour question de qu'on temps. s'é- Il nous reste une que question 3 de minutes. temps. Je suis heureux ce soir. Prends ton temps pour que t'expliquer, Monsieur sinon Guillaume Bateau, tu risques de ne pas Monsieur parler. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, comme vous n'avez pas la parole, je essayez de suis ne pas heureux ce interrompre. soir que Allez-y. Guillaume Bateau cite les textes de la CEDEAO. Oui. Mais je souhaite aussi qu'il s'approprie la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande qu'on inscrive Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire s'est C'est- retirée de la Cour J'ai africaine. dit, Monsieur Niawa. avant que la Mais Côte vous n'êtes d'Ivoire pas ne ici. se- j'ai dit, M. Guillaume Bateau, La Côte d'Ivoire s'est retirée de la prenez Cour la africaine. décision, Merci. la Côte d'Ivoire, j'ai dit, Merci, Bateau. il faut La que Côte d'Ivoire est membre de la prenne CEDEAO. décision. La Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine. C'était ce point. Non, c'est pas seulement ce point. Allez-y, Ce que je rapidement. veux Vous n'avez dire, pas assez de temps. ce Allez-y. que je veux dire sur la décision du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est très cohérent dans sa démarche. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, après son acquittement, il est arrivé, il est très cohérent. Il est dans une démarche de recherche de paix. Il a fait, c'est dans cette logique, dès que son arrivée, il allait rendre visite à son grand frère Henri Konabe-Di à Daoukro. Il est venu, il allait voir M. Alassane Dramane Ouattara au palais de la présidence. Dans toujours cette logique de paix, il a demandé la libération de tous les C'était à prisonniers. l'initiative du président Ouattara. Non, j'ai dit, mais si Gbagbo voulait, il ne pouvait pas partir. On ne l'a pas obligé à partir. C'est Il avait parce sa que- rente viagère à négocier. Il devait négocier sa rente Merci, viagère. Guillaume Bateau. Merci. Il devait négocier sa rente Le viagère. président Laurent Gbagbo l'a bien dit. Son courrier est motivé. Il dit qu'il ne veut plus un deuxième 11 avril en Côte d'Ivoire. Alors, il interpelle les pouvoirs publics, l'opinion nationale et internationale. Il faut que cette CEI-là soit modifiée. Il faut que cette CEI-là fasse le travail pour lequel elle a été mise en place. Elle est financée à plus de 60 milliards. Elle n'est pas là pour proposer aux Ivoiriens un brouillon. Elle est là pour proposer aux Ivoiriens un travail bien fait. Merci. Le travail n'étant pas bien fait, il y a des experts dans On ce vous a- pays. on vous a bien Donc le compris. président Laurent Merci, Gbagbo... Marcel Non, Niawa. je vais Merci. finir, Non, je vais merci. chuter. On a un temps. Je vais chuter, 10 secondes rapidement. Oui, je vais Allez-y. chuter. Donc, le président Laurent Gbagbo l'a dit, c'est parce qu'il veut aller aux élections qu'il demande que la CEI soit propre, que la liste électorale soit nettoyée et elle soit crédible pour quand le vrai vainqueur soit le vainqueur Bien. et qu'on ne se retrouve pas dans une situation... Nelson Daï, de allez-y, rapidement. Voilà. Donc, à la suite de M. Niawa, 45 secondes, ce sera en même temps à la votre suite mot de de fin. M. Niawa, je voudrais dire effectivement que nous nous préparons pour aller aux élections. Notre parti a été le premier parti à se réunir en comité central pour proposer un candidat. Ce candidat a été le 10 mai de l'année 2024, au vu aussi de l'opinion internationale, lors d'une convention, a été investi. Donc nous nous préparons à aller aux élections. Actuellement, nous sommes en train de regarder comment faire l'équipe de campagne du président Laurent Gbagbo. C'est à ce stade que nous sommes.
Donc, ne vous dites pas que nous, on sera aux élections. Et on va les gagner proprement. Bien. Avec une nouvelle CEI. Merci, c'était votre mot de fin. Eric Bayala, vous avez 15 secondes rapidement pour conclure. Oui. Donc, Bato, vous aurez également 15 secondes. D'accord. Mais en fait, moi, je veux qu'on soit quand même un peu à l'aise. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que c'était une manière de mettre la pression sur la CEI. Non, mais regardez même le communiqué qui fonde le retrait du PPACI de la Commission électorale indépendante. Le président Laurent Gbagbo a dit « J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai analysé et aujourd'hui, je dois de me décider. » Donc, tout se renvoie à sa personne. Ça, c'est d'abord un fait. Le second fait, regardez même le courrier de la démission du représentant du PPACI à la CEI. Il dit qu'à la demande donc, du président du parti, il se retire. Ça veut dire que lui-même, en étant membre de cette commission, il n'a rien pu observer comme étant... Mais il est désigné par le PPACI. Non, j'en arrive. Je veux dire qu'attends que le représentant... C'est un acte de cohérence. Bon, la démission de vous avez Eric Bayala. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Des commissaires, Merci Nestor Daï, merci Eric Bayala. Non, ils sont intervenus. Ils sont intervenus dans mon temps de parole. Merci. Je suis en train de dire que celui-même qui représente le PPACI au sein de la CEI n'a pas eu c'est la fin de la première partie de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, M. Nestor Daï. On espère se revoir très prochainement. Merci à vous, c'est malheureusement la fin de cette partie. Merci à vous, Guillaume Bato. Nous sommes malheureusement au thème de cette première partie. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie de cette émission. Voilà, nous sommes de retour après la pub et rejoints par Dr Katolonian Ouattara, directeur du service national des jeunes. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir rejoints et honoré également notre invitation. Je vous en prie. Et puis Chérik Balé, consultante aussi entre deux news. Bienvenue dans cette saison 2. Merci. Alors, docteur, l'objectif général du parcours citoyen 2025, sujet de cette seconde partie, est de renforcer le comportement civique et citoyen de 900 élèves du district autonome d'Abidjan, des villes de Bouaké et de Dabou. Pour quelle fin? Merci encore une fois. Avant tout propos, permettez-moi de vous adresser nos remerciements les plus sincères au nom de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Alors, l'objectif pour nous, c'est de renforcer, comme vous l'avez dit tantôt, le comportement civique et citoyen de 900 jeunes élèves âgés de 14 à 17 ans pour cette année 2025 à travers un encadrement à la discipline, une formation civique et citoyenne, des activités ludiques, éducatives et sportives. Bien. Alors, puis Chérik Balé, vous, en tant que militante de la société civile, quel sens donnez-vous à ce type d'action, à ces initiatives gouvernementales? Oui, c'est vraiment une très bonne initiative. Il faut féliciter le ministère de la Jeunesse parce que les congés anticipés étaient devenus vraiment une angoisse pour tous les parents d'élèves. Et donc, nous pensons que c'est une très, très bonne chose. Seulement, il y a des questions. Et puis, on pense qu'on pourrait faire des propositions qui pourraient aider le ministère à parfaire. Voilà. Par rapport aux questions, on n'a pas eu d'informations sur les coûts de ce programme. On n'a pas d'informations non plus sur les conditions d'encadrement. Et en tant que citoyen, ça nous inquiète un peu parce que malheureusement, on a vent de certains abus qui sont commis même sur des adultes, à plus forte raison des enfants. Donc ça soucie. Et puis, on se demande s'il y a un suivi de ceux qui ont déjà participé à ce programme-là pour voir quelles sont les failles qu'on pourrait corriger. Donc ça, c'est pour les questions. Bien. Pour ce qui concerne les propositions... On va laisser permettre à notre invité de répondre d'abord à la question. D'accord. Dans le même sens. Allez-y rapidement. Alors moi, je voudrais savoir les critères qui ont présidé à la sélection des 900 enfants dont il parle. Bien. Docteur? D'accord. Je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette activité et pour le mot de félicitations du gouvernement qui a bien voulu mettre en place le programme de service civique en général après la période de crise que notre pays a malheureusement connue. Alors, les critères, je commence par votre question, il faut être élève, il faut être régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement scolaire, il faut être âgé de 14 à 17 ans, il faut être en bonne santé
et il faut produire une autorisation parentale. Alors, l'information sur les coûts de cette activité, il faut dire que c'est au minimum vraiment 70 000 francs comme coût direct par élève qui vont vraiment sur la prise en charge de ces élèves-là. Mais il y a d'autres coûts qui sont vraiment pris en compte. Et ce que je voulais dire, c'est que le parcours citoyen, toute la prise en charge des élèves pendant les congés scolaires est entièrement gratuite et financée par l'État du Côte d'Ivoire. Je parle des soins de santé primaires, je parle du convoyage des élèves, je parle de la nourriture pendant qu'ils sont en formation, parce que la formation se passe en mode internat. Je parle également de l'hébergement. Donc vous voyez tous ces éléments-là pris en compte, ça génère vraiment des coûts que l'État supporte. Simplement, ce que nous demandons, c'est une petite contribution des élèves ou de leurs parents avec l'apport de leurs effets personnels. Ce sont des effets qu'ils ont à la maison. Ils viennent avec leur drap de couverture, ils viennent avec leurs chaussures de sport. C'est simplement cela. Tout le reste est pris en charge par l'État du Côte d'Ivoire. Mais ça ne nous donne pas de précision sur les coûts. Le programme est à sa 3e édition. Donc, quels ont été les coûts pour les éditions précédentes? Quelles sont les prévisions pour cette année? Alors, c'est le coût unitaire que je vous ai donné tout à l'heure. Quand vous prenez, vous le ramenez à 842 élèves que nous avons formés, vous voyez déjà ce que ça nous fait. Pour la première édition, nous avons pris en charge 383 élèves. Pour la seconde édition, c'est 459 élèves. Et pour cette année, 900. Voilà. Donc, pour cette année, c'est 900 élèves qui sont ciblés dans le cadre du parcours citoyen, mais qui, je le précise, est amené à être généralisé sur l'étendue du territoire national. Bien avant de venir à Eric Bayala, qu'est-ce qu'un jeune Ivoirien gagne concrètement en participant au parcours citoyen? Le jeune Ivoirien, il gagne en formation en termes de comportement. Quel type de formation? C'est une formation axée sur le comportement de l'individu. Une formation axée sur le service civique. Le service civique qui s'entend vraiment de toutes les actions qui visent l'épanouissement de l'individu dans la société. Vous comprenez que après la période de crise que nous avons connue, nous avons constaté une montée de l'incivisme chez la population, notamment chez les jeunes. Et le parcours citoyen, il vient vraiment apporter une contribution, une réponse à la lutte contre ce phénomène de société qu'est l'incivisme. Bien, Eric Bayala, question ou réaction là-dessus? Non, je veux dire que c'est une initiative à saluer parce que quand on regarde les 20 dernières années, le milieu scolaire a connu tellement de folie, de vent de folie, de contestation en milieu scolaire dû à l'indiscipline, dû à l'incivisme. Aujourd'hui, vous savez que des questions comme l'addiction à la drogue, les questions comme les violences juvéniles, les bagarres de groupe, tout et tout, sont des fléaux qui minent le milieu scolaire. Et donc, cette formation citoyenne participe à non seulement sensibiliser les jeunes sur la nécessité et la notion du civisme. Parce que si on veut une nation demain, si on veut construire des citoyens responsables, c'est aujourd'hui qu'il faut déjà commencer à semer les graines. Et donc, quand on prend des jeunes de 14 à 17 ans et qu'on commence à leur inculquer les valeurs citoyennes, c'est pour que plus tard, ce soit des personnes responsables, respectueuses de la chose publique. Et vous voyez que très récemment, on a laissé prospérer un certain laxisme dans la manière de faire les choses. Madame Balou tout à l'heure parlait des congés anticipés, où aujourd'hui on avait même l'impression que c'était les élèves qui gouvernaient le monde éducatif. Et après, nous sommes allés mal en bon an dans le milieu estudiantin avec ce qui s'est passé avec les syndicats. On a assisté à des assassinats, tout et tout. Mais c'est parce que quand on a laissé pourrir, voici ce à quoi on s'attend. Et donc le gouvernement aujourd'hui soucieux et qui est dans cette perspective de pouvoir prendre des dispositions pour ne plus que cela arrive, il faut déjà commencer à inculquer à ces générations de bas âge comment est-ce qu'il faut pouvoir se tenir. Et j'ajoute, je parle sur le contrôle de monsieur le directeur pour dire qu'il y a également une formation militaire. Enfin, militaire, pas la formation militaire, mais il y a des notions
tels que le respect du drapeau, qui sont des valeurs qui sont vraiment un peu plus poussées en termes de formation militaire et tout, mais qui rentrent en ligne de compte dans bien sa avant, formation. Marcel Niawa, permettez-moi de poser une question. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur la formation militaire? Comment ça se déroule? Parce qu'il y a beaucoup de choses dites là-dessus. Merci. Je vois bien que nos consultants sur le plateau se sont très bien documentés sur le sujet du parcours citoyen et je voudrais m'en réjouir. Alors, ce n'est pas une formation militaire, on dirait plutôt que c'est une formation de type militaire. Voilà, on ne fait pas de maniement d'armes sur nos centres de services civiques en général. Donc, pendant le parcours citoyen, il n'y a pas de maniement d'armes. Mais nous avons fait appel à l'armée, particulièrement à la gendarmerie, en regardant le modèle de discipline qu'incarne la gendarmerie nationale. Vous savez que c'est une unité d'élite, c'est une institution d'élite. Et donc, au sein de la gendarmerie, il y a une unité qui est dénommée Groupe d'instruction et de perfectionnement de la gendarmerie nationale. C'est une unité de formation des formateurs et c'est cette unité-là qui s'est spécialisée dans l'encadrement, dans ce type d'encadrement. Depuis l'ADDR, l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, cette unité-là a travaillé et s'est bonifiée dans le temps. Et c'est cette unité qui nous aide. Ils viennent sur le centre de service civique pendant le parcours citoyen. Ils ne sont pas en armes, ils sont simplement dans leur tenue qui permettent de les reconnaître. Ils assurent la sécurité des jeunes sur le site et ils procèdent à l'encadrement disciplinaire de ces jeunes-là. Vous l'avez dit tantôt, pour leur montrer le sens, le bien fondé du respect de la chose publique, le bien fondé du respect de l'autorité parentale d'abord, de l'autorité au sein de l'école et de l'autorité au sein de la société en général. Voici ce que fait la gendarmerie nationale et elle le réussit bien avec nous. Merci, Marcel Niawa. Monsieur le directeur, est-ce que le ministère ne vient pas un peu trop en retard sur un terrain miné par la drogue? Pas de la drogue en milieu scolaire, miné aussi par la paupérisation, la forte paupérisation des parents. Parce que l'éducation de l'enfant, ça commence par la maison. Un enfant, déjà, et du point de vue de l'âge, à 14 ans, un enfant qui a peut-être déjà goûté à la drogue, un enfant qui n'arrive plus à écouter ses parents, du point de vue de votre programme, comment est-ce que vous pouvez le rattraper? Bon, moi, je voulais réagir. Je mets deux questions qui n'ont pas été répondues. Alors, lesquelles rapidement? L'encadrement des enfants, quelle sécurité pour ne pas qu'ils subissent des abus? Et puis, est-ce qu'il y a un suivi des élèves après leur passage au parcours citoyen? Vous allez répondre donc à ces trois questions. D'accord, merci. Si j'oublie une question, vous pouvez me la rappeler. Alors, l'encadrement, quelle sécurité? Je voudrais vous rassurer, madame, nos centres de services civiques en général sont entièrement ouverts au public. Les centres du parcours citoyen sont entièrement ouverts au public. Je vous invite... Non, on parle de ce qui se passe en l'absence du public. Oui, je vous invite même à y faire des visites inopinées. C'est-à-dire qu'à partir du 17 avril où nous démarrons, vous pouvez de façon inopinée nous surprendre. Et quels sont ces sites-là? Les sites, c'est le CAFOP de Dabou qui accueillera 150 élèves. On a le lycée moderne, le lycée jeune fille de Boaké qui va abriter 500 élèves et le lycée classique et moderne 1 de Boaké qui va abriter 250 élèves pour faire un total de 900. Pour dire que, pour revenir à votre question, ne vous inquiétez pas, nous prenons vraiment toutes les dispositions utiles. L'encadrement est vraiment rigoureux. Il se fait de jour comme de nuit. Les jeunes commencent les activités pour le réveil depuis le matin à 5h, 5h30 pour leur inculquer les notions du réveil matinal. Les activités se déroulent jusqu'à l'extinction des feux à 22h et il y a une veille sécuritaire qui se fait 24 heures sur 24. Vous comprenez, je vous ai parlé de la gendarmerie, c'est une unité vraiment responsable, disciplinée et cette unité-là nous aide. En plus de la gendarmerie, nous avons des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, un personnel éducatif mixte qui vient en appui à la gendarmerie pour créer ce que nous appelons un encadrement de type civilo-militaire. Donc, tous les aspects de l'éducation des élèves là sont vraiment passés au peigne fin pour faire en sorte que le centre de service civique ne se transforme pas en un lieu de défiance. C'est un lieu où il faut faire en sorte que les comportements marginaux ou les comportements déviants puissent disparaître et il n'y a pas de raison
que ce lieu-là se transforme en un lieu de production de la déviance juvénile. C'est un lieu où, quand le jeune rentre, il ressort avec un comportement nouveau. Comme on le dit, l'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions produire des Ivoiriens nouveaux, comme le prône le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Bien, Eric Bayala. Oui, non, tout à l'heure, le frère Nyawa disait je pensais que le directeur allait répondre à mais ma justement, question. si j'estime que... pas vous l'inviter. Non, c'est une question citoyenne. On parle de parcours citoyen, c'est une question citoyenne. Vous avez tous le droit de non, mais c'est une question citoyenne. Quand vous dites que... est-ce que... Non, vous avez tous le droit de réagir. Hein, vous pouvez revenir sur les questions. Hein, sur votre question, c'est-à-dire qu'il a semblé pour vous que l'État s'y prend un peu tard, parce qu'à 14 ans déjà, est-ce que les gens n'ont pas déjà... Ça, c'est un premier niveau. Il y a d'autres niveaux. Il y a la drogue aujourd'hui qui a complètement envahi. On en parle, ce n'est pas un sujet tabou. Permettez-moi de répondre à cette préoccupation. Bon, allez-y. Je dis que, comme on le dit, si vous pensez que l'État s'y prend en retard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'État regarde les contingences du moment, la situation du moment et prend les mesures qu'il faut pour lutter efficacement contre les fléaux sociaux. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire a une histoire. Depuis les années 90, on a eu une succession de crises qui se sont exacerbées en 2010. Et après 2010, l'État, vraiment, avant même 2010, parce que le service civique, il a été institué pour la première fois en 2007. L'Office du service civique national a été créé en 2007 et il a commencé véritablement à fonctionner en 2016. Mais avant l'Office du service civique national, il y a eu tous les programmes DDR que vous avez connus. Donc nous évoluons et vraiment, nous ne sommes pas en retard. Le travail que nous faisons, il s'agit de faire en sorte que nous puissions aider les parents à éduquer leurs enfants. Merci. Parce que la responsabilité première de l'éducation d'un enfant incombe aux parents. C'est dans la cellule familiale que l'éducation commence et dans nos programmes, nous avons instauré ce que nous appelons l'école des parents. Au-delà du parcours citoyen, on a d'autres programmes où nous invitons les parents à venir et nous regardons ce qui a manqué chez les parents. Il y a un travail qui se fait avec les parents pour les aider à éduquer leurs enfants. L'État vient véritablement en appui. Vous avez évoqué les questions de drogue. Au niveau des jeunes, c'est véritablement un travail de prévention que nous faisons. Parce qu'ils ne sont pas encore dans la consommation. Donc nous faisons la prévention. Sinon, oui, en tout cas, ceux que nous sélectionnons. Ceux qu'on regarde aujourd'hui, qui auront leur Kadhafi, c'est des enfants qu'on voit, hein, qui ont peut-être... Oui, mais des enfants qui appartiennent à des cellules familiales. Oui, parce que l'enfant... Je vais essayer d'aller rapidement, parce que j'avais droit à la parole. Non, parce que... Vous n'avez que 30 secondes. Oui, mais l'enfant même, là, il met combien de temps à l'école? Il passe plus de temps dans la cellule familiale. Et donc, quand l'État décide à 14 ans de pouvoir instaurer des programmes de parcours citoyen pour rattraper le tir, je pense que c'est une initiative à saluer, à laquelle les parents doivent pouvoir adhérer. Parce que si votre enfant, vous le mettez au monde, la première responsabilité de son éducation, de son comportement dans la société vous incombe. Et donc c'est quand vous n'arrivez pas, en tant que parent, de réussir l'éducation de votre enfant, il ne faudrait pas appeler, sinon convoquer la responsabilité de l'État. Donc pour nous, nous estimons qu'aujourd'hui... Une précision rapidement. Merci bien, allez-y rapidement. Voilà, le type de jeunes ou d'enfants auxquels vous faites allusion, ce sont des jeunes généralement qui sont déscolarisés. C'est des jeunes qu'on appelle généralement les jeunes en conflit avec la loi, qui sont pris en charge dans le cadre d'autres dispositifs auxquels nous avons précédemment participé avant de venir à l'Office du service civique national. Nous avons été les acteurs du projet de pilote de resocialisation des enfants dits en conflit avec la loi en Bayakro. Et ce programme continue. Et nous, ayant regardé tous ces aspects, nous avons décidé de faire la prévention avec ceux qui sont encore à l'école pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la rue comme ceux qui sont pris en charge au niveau de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion. Bien. Alors, Pichon Balé, qu'est-ce que vous vous proposez pour pouvoir réussir ce... Non, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Non, la question de... Non, c'est moi qui dirige les débats ici. Pichon Balé, répondez. Qu'est-ce que vous proposez rapidement? Oui, merci. Compte tenu de l'importance de la jeunesse dans la population ivoirienne, on a plus de 21 millions de jeunes, dont plus de 7000 élèves. Il a déjà répondu à l'une de mes préoccupations qui serait de généraliser le programme. C'est maintenant de savoir comment on le généralise. Nous pensons que la partie théorique de ce programme pourrait être intégrée au programme scolaire.
Ça faciliterait les choses et maintenant la partie pratique serait réservée justement aux cibles principales qui sont les élèves perturbateurs ou ceux qui ont de mauvaises notes en conduite. L'autre chose, c'est de revoir les critères de choix de ces élèves. En attendant la généralisation, nous pensons qu'on ne doit pas faire une inscription en ligne. Il faut plutôt demander au chef d'établissement de donner la liste des élèves perturbateurs. C'est ça qui serait vraiment beaucoup plus efficace, plutôt que de faire des inscriptions comme ça. Et puis bon. Ensuite, il faut revenir aux fondamentaux, parce que c'est le ministère de l'Éducation nationale lui-même qui, à un moment donné, a instauré certaines règles qui ont renforcé l'incivisme en milieu scolaire. Quand on dit à un enseignant qui ne peut pas corriger un élève, franchement, on devait donner les limites de cette correction parce que la correction fait partie de l'éducation. Donc, quand on dit à un éducateur qui ne peut pas corriger un élève, ça fait que l'élève a une ascendance sur cet éducateur parce qu'il se dit qu'il ne pourrait rien faire pour lui. L'autre chose, c'est vraiment de proposer aussi au ministère de vraiment prendre en compte d'autres aspects qui ne sont pas dans ce programme-là. On a parlé de valeurs civiques et citoyennes, mais il y a aussi les valeurs démocratiques. Parce que sur les réseaux, on constate qu'il y a une grande ignorance en matière de valeurs démocratiques qui donne aussi pour conséquence des mauvais comportements. Bien. Les jeunes ne savent pas qu'il y a le droit à la différence, ça donne lieu à des violences. Pour un match de football, on tue quelqu'un, c'est vraiment dommage. Merci, donc, je termine. Juste 2 secondes. Allez, donc, 2 secondes. Il faut insérer les valeurs démocratiques dans ce programme, mais en plus, en cette période électorale, le ministère de la Jeunesse, qui a en charge cette frange sensible-là, devrait aussi avoir des programmes de sensibilisation contre la non-violence. Bien, allez-y, vous avez quelque chose à dire là, rapidement. Ok, alors, docteur, vous allez répondre à ces questions depuis Chérif Balé. Et puis, il y a la question du suivi qu'elle avait évoquée depuis, dont voulait parler Eric Bayala. Et puis, qu'en est-il également du mécanisme d'évaluation de ce programme, pour terminer? Je vous remercie, ça fait plusieurs questions à la fois. Et vous avez 3 minutes maximum. C'est parce que le programme est intéressant. Oui, tout à fait. Ça demande de la pertinence du programme. Notamment, nous n'avons pas tout le temps voilà, de déplucher tous les chiffres. Et là, vous avez 2 minutes 30. Font en commun. Au niveau du suivi, il y a un mécanisme de suivi qui est mis en place en collaboration avec les éducateurs. Je précise que ce programme-là est mis en œuvre avec l'étroite collaboration du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc, les directeurs régionaux de l'éducation nationale, les chefs d'établissement et les éducateurs sont nos partenaires pour nous aider à faire le suivi de ces jeunes-là après le parcours citoyen. Le suivi également se fait avec l'implication de leurs parents pour voir le changement de comportement post-parcours citoyen. Alors, je prends bonne note de toutes les propositions que vous venez de faire. Dommage qu'on n'ait pas assez de temps pour parler de tous les modules, mais les questions de démocratie... On peut passer au ministère pour vous aider. Oui, les questions de démocratie sont prises en compte. Et le parcours citoyen, il faut préciser que c'est la seconde composante du service national des jeunes qui prend en compte le parcours citoyen et le campus citoyen. Le service national des jeunes a commencé avec le campus citoyen pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et nous avons remarqué qu'il y a cette frange de la jeunesse-là qui était laissée pour compte. Et M. le ministre a demandé que nous puissions revoir la législation pour prendre en compte les jeunes dès l'âge de 14 ans. C'est ce qui a donné lieu à la législation relative au décret, à la loi d'abord sur le service civique qui date de 2019, qui a été modifiée en certaines de ses dispositions en 2023. Et comme mesure d'application de cette loi-là, il y a eu le décret de 2023 relatif au service national des jeunes. Parmi vos propositions, certaines sont déjà prises en compte, mais les autres, nous allons les prendre en compte et certainement, hors de l'émission, nous pourrons poursuivre les échanges pour le bien-être de nos élèves. Et je précise que ce programme-là est un programme exclusif parce que nous sommes en train de faire le tour de la sous-région. Il n'existe pas dans la sous-région. Les autres pays même veulent venir s'inspirer, oui, de notre expérience. Nous avons le cas de la Guinée-Bissau qui a signé une convention avec le ministère. Et donc, il y a un programme d'échange professionnel qui est prévu. Merci, il y a le Congo-Brazzaville voilà, qui a fait une visite en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Dr Catolonian Ouattara, directeur du service national des jeunes. C'est malheureusement la fin de ce second sujet. Nous allons maintenant faire place à nos rubriques habituelles. La prochaine, c'est le carton rouge, rubrique dans laquelle vous aurez aussi l'occasion de faire un carton rouge sur un sujet de votre choix. Carton rouge.
Voilà le premier carton de cette émission avec Marcelin Niawa. Carton rouge à la CEI qui est devenue désormais une source d'angoisse pour les Ivoiriens, surtout parce que le fonctionnement ne rassure pas l'opposition ivoirienne et la société civile. Carton rouge encore à la CEI qui refuse de faire la RLE 2025 conformément au code électoral. Merci, Pulcheric Balé, votre carton rouge. Carton rouge à tous ceux qui s'illustrent très mal sur les plateaux. Les débats sont organisés pour instruire les populations, ce n'est pas pour insulter. Il faut vraiment que cela cesse. Ils le font aussi sur les réseaux sociaux. Donc, carton rouge au procureur de la République qui ne réagit pas. Carton rouge à toutes les télévisions qui permettent ce genre de choses. Bien, Eric Bayala, votre carton rouge. Mon carton rouge, c'est à l'endroit du fait, notamment sur le péage de Lakota, où hier, on a dû passer plus de 30 minutes parce qu'il n'y avait pas de réseau pour permettre le passage des véhicules. Or, je pense que le péage vient d'être inauguré il n'y a vraiment pas longtemps, vivement que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier prenne toutes les dispositions pour éviter ce désagrément. Bien, docteur, vous avez un carton rouge à faire. Bien entendu, le carton rouge, il est lié au sujet du parcours citoyen. Je voudrais adresser mon carton rouge contre ces jeunes-là qui s'adonnent à la consommation des drogues par ignorance. Et par ricochet, le carton s'adresse à tous les opérateurs économiques qui font la promotion de la consommation de ces substances psychoactives qui détruisent des vies dans notre pays. Bien, alors nous sommes maintenant dans la dernière rubrique de cette émission, c'est le chiffre du jour. Nous mettons toujours un chiffre en rapport avec l'actualité nationale ou internationale que nos consultants et invités ont le droit, chacun 1 minute maximum, d'apporter un commentaire là-dessus. Le chiffre du jour. Eh bien, le chiffre du jour, c'est 2. Le PDCI, RDA et le PPACI, de grandes forces de l'opposition politique ivoirienne, se retirent de la commission électorale indépendante CEI à 6 mois de la présidentielle ivoirienne de 2025. Chers consultants et invités, un commentaire rapidement, 1 minute au maximum sur ces 2 retraits, Pulcheric Balé, qui sera d'ailleurs le sujet de demain. D'accord. Moi, je pense que la CEI, en principe, a été créée pour concilier toutes les parties qui prennent part aux élections. Malheureusement, depuis un certain temps, elle est décriée. Malheureusement, il n'y a pas non plus de dialogue politique. Donc moi, je pense que si nos autorités sont dans de bonnes dispositions, cette décision du PPACI et du PDCI devrait ouvrir un dialogue politique sur les conditions pour aller à ces élections-là de façon sereine et dans la paix. Bien, Marcelin Niawa. Je pense que le PPACI et le PDCI viennent de donner un signal fort au gouvernement ivoirien pour éviter un deuxième 11 avril à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'asseye pour discuter. On n'y perd rien en discutant, plutôt on gagne. Donc il faut que la sagesse habite à partir de maintenant nos dirigeants qui sont momentanément au pouvoir pour que les Ivoiriens, à la veille de cette élection, partent voter en chantant comme dans les autres pays. Bien. Docteur Ouattara, réaction sur ces 2 retraits de la CEI? Alors, il faut dire que c'est vraiment dommage dans le jeu démocratique. Il est bon pour tous les acteurs de pouvoir vraiment se retrouver parce que ce qu'il faut voir, c'est la Côte d'Ivoire. On le dit, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Il faut donc qu'à travers nos comportements, nos réactions, que nous puissions adopter des conduites qui favorisent la cohésion sociale, la paix dans le pays. Donc, moi, j'invite tous les acteurs politiques à s'asseoir autour de la même table parce que c'est le dialogue qui est l'arme de force et par le dialogue, on finit toujours par trouver les meilleures solutions aux problèmes qui sont évoqués. Eric Bayala. Oui, malheureusement, c'est un acte qui est un flop parce que quand on regarde la composante de la CEI, il y a 18 entités. Sur les 18 entités, il y a 2 qui ont décidé volontairement de se retirer. Ça ne va vraiment pas entraver la bonne marche de la CEI. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure en plateau dans mes propos introductifs sur le sujet en question, faire la promotion de la chaise vide n'a jamais payé. Bien au contraire, c'était l'occasion de toujours rester au sein de cette institution et de continuer à mener les débats.
Maintenant, quand vous décidez de vous retirer, mais les choses vont se décider sans vous et malheureusement, vous allez payer les prix. Merci à vous, Eric Bayala, journaliste et consultant, Pulcheric Balé, consultante, Marcelin Niawa, analyste politique, consultant. Merci à vous. Merci également à vous, monsieur docteur Catolonian Ouattara, directeur du service national des jeunes. On espère vous revoir après le parcours citoyen 2025 sur ce même plateau pour une émission bilan, pourquoi pas. Chers téléspectateurs, le débat d'idées n'est pas un luxe, c'est une nécessité démocratique et ce soir, il a révélé une chose, la Côte d'Ivoire avance, mais à quel prix? Entre confiance rompue et tentative de reconstruction, les citoyens restent l'élément central et le facteur X de cette présidentielle qui s'annonce tendue et à grands pas. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre-deux News. Merci à nos invités. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée chez vous. Bonsoir et bonne saison 2.